Est-ce que sur France Inter, vous avez entendu quoi de négatif sur la NUPES à l'Assemblée? Ou sur France Télévisions, service public, oui. ou sur le service public, rien. Mais par contre, il n'oublie jamais de dire que les députés du Rassemblement national sont des députés d'extrême droite. Ça leur échappe jamais. Et je crois que je pense qu'ils sont payés au mot. C'est-à-dire que c'est dans un papier, plus il y a le mot extrême droite, plus ils sont payés. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Apollon. Après avoir été longtemps dans l'entourage de Marine Le Pen, vous avez quitté le Rassemblement national pour rallier Éric Zemmour. Vous avez soutenu Éric Zemmour pendant sa campagne présidentielle. Première question, Jean Messia. On vous voit aussi d'ailleurs très régulièrement sur CNews, chez Cyril Hanouna. Vous êtes une figure télévisuelle habituelle pour les téléspectateurs aujourd'hui. Première question, Jean Messia. Finalement, on vous dit président de l'Institut Apollon. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Apollon, tout simplement ? Alors, juste avant de répondre à votre question, je souhaite corriger, c'est que j'ai quitté le Rassemblement national en novembre 2020 pour fonder l'Institut Apollon. Et ce n'est que plus d'une année après que j'ai rallié la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Donc, j'ai eu une vie entre Reconquête et le départ du Rassemblement national. L'Institut Apollon, c'est un cercle de réflexion. Je veux dire par là que on sait très bien qu'à gauche, par exemple, vous avez tout un tas de structures, d'institutions, de think tanks, comme on dit, qui phosphorent en permanence et qui proposent tout un tas d'idées. Vous connaissez Terra Nova, l'Institut Montaigne, l'Institut Jean Jaurès, etc. Et je trouve qu'effectivement à droite, en tout cas sur la partie nationale de l'hémisphère politique, il manque de structures de réflexion capables de produire des idées programmatiques, des idées opérationnelles. C'était tout le sens de la démarche de l'Institut Apollon. C'était pas une université, c'est pas quelque chose qui est de nature académique. C'est vraiment quelque chose de nature politique, opérationnelle, capable effectivement de produire des idées susceptibles d'être introduites dans un projet présidentiel. Pour n'importe quel candidat désirant s'en approprier. Alors à l'époque, moi, quand j'ai fondé l'Institut Apollon, évidemment, je ne savais pas qu'Éric Zemmour allait se lancer et nous avons constitué des groupes de travail dont les thématiques recouvrent les thématiques présidentielles. Nous avons, pour ce faire, identifié beaucoup de personnes, puisqu'en fait l'un des talons d'Achille, si vous voulez, du camp national, c'est de manquer de ressources humaines. Je l'avais vu en 2017 quand il a fallu, quand on a pris les organigrammes de la haute fonction publique, c'est la nomination immédiate en cas d'élection du président de la République. On manquait pratiquement des 2/3 des personnes qu'un président de la République pouvait nommer. Donc l'idée, c'était aussi d'identifier des profils compétents, aguerris, permettant ensuite de faire des candidats aux élections législatives, permettant des nominations à des postes de direction dans la haute administration. Et le pari a été réussi puisque nous avons identifié des centaines de personnes de très haut potentiel, des profils d'excellence, dont beaucoup ensuite ont basculé d'ailleurs chez Reconquête. Donc après cette aventure, nous sommes en train de relancer à nouveau l'Institut Apollon. Nous voyons déjà affluer énormément de personnes souhaitant participer à l'effort de réflexion pour les prochaines séances électorales. Et donc d'ailleurs, j'invite tous les gens qui vont voir cette vidéo à nous aider en adhérant à l'Institut Apollon ou bien en nous envoyant leur CV pour s'ils veulent contribuer à la réflexion du camp national. Alors, on va revenir quand même sur cette campagne présidentielle d'Éric Zemmour. On va revenir sur le soutien que vous lui aviez apporté. Vous aviez quitté le Rassemblement national parce que notamment vous y avez identifié certaines faiblesses, peut-être la faiblesse du nombre de cadres, l'absence de ressources humaines que vous avez évoqué tout à l'heure. Néanmoins, on voit les résultats aujourd'hui. Reconquête 7% éliminé au premier tour. Marine Le Pen arrive au second tour face à Emmanuel Macron. Grosse progression par rapport à 2017, même si elle perd à nouveau. Élection législative, 0 député pour Reconquête. Éric Zemmour lui-même échoue à se qualifier au second tour et 89 députés Rassemblement national, 88 aujourd'hui. Est-ce que quelque part la réalité politique n'a pas donné raison à Marine Le Pen contre ceux qui lui reprochaient justement de manquer de fond ?
Je pense que c'est les 88 députés du Rassemblement national, effectivement, et le score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, c'est aussi un concours de circonstances. C'est-à-dire que il y a eu un vote utile pour tout un tas de raisons. Je pense que le discours d'Éric Zemmour a évidemment mobilisé un électorat musulman qui n'avait pas forcément l'habitude de contribuer électoralement au succès d'un certain nombre de candidats. Bon, là, il a pris peur, donc on sait par exemple que 69% des musulmans en âge de voter ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, et comme Jean-Luc Mélenchon est monté très rapidement à la faveur de cet électorat, le camp national a fait un vote utile en faveur de Marine Le Pen. Les derniers sondages favorables à Jean-Luc Mélenchon, c'est les résultats des dom-toms, c'est tout ça, ça a provoqué un réflexe de vote utile. Des gens qui voulaient voter Éric Zemmour et qui ont paniqué, qui ont voté Marine Le Pen. Exactement. Et puis il y a évidemment l'effet de la guerre en Ukraine, puisque la guerre en Ukraine a été également savamment instrumentalisée par le système médiatico-politique français, puisqu'il a cette guerre a en quelque sorte écrasé la campagne présidentielle, comme jamais auparavant. Je veux dire, moi j'ai vécu la campagne présidentielle de 95. À l'époque, la guerre en Yougoslavie battait son plein. J'ai jamais eu l'impression que cette guerre, qui est pourtant plus proche de chez nous, n'avait écrasé à ce point l'élection présidentielle. Donc, il y a tout un tas de facteurs, si vous voulez. Et puis bon, c'est vrai que le Rassemblement national est aussi une marque qui existe depuis 50 ans dans le paysage politique français. La marque Le Pen également, pour le meilleur ou pour le pire, mais enfin, elle est identifiée. Voilà, donc tout ça fait que il y a un concours de circonstances qui a provoqué le résultat que vous avez cité. Voilà. Beaucoup ont rejoint Éric Zemmour parce qu'ils trouvaient Marine Le Pen trop à gauche. Quelques mois après, Jordan Bardella était officiellement élu président du Rassemblement national. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que au niveau médiatique, on a vu les accusations de vitrine ripollinée dont il faisait l'objet à tenant d'une ligne identitaire. Est-ce que quand vous voyez Jordan Bardella, est-ce que vous vous dites pas, tiens, ce garçon a l'air d'être authentiquement de droite et il pourrait appartenir à ma famille de pensée, je pourrais me reconnaître dans les idées qu'il porte et dans la sensibilité que peut-être qu'il l'apporte, peut-être qu'il ne l'apporte pas, il est en train de mettre en place? Je pense que Jordan Bardella est beaucoup plus en phase avec la base du Rassemblement national que Marine Le Pen. Je pense qu'il y a un hiatus, une tension permanente entre la stratégie de normalisation, même d'aplatissement quelque part du Rassemblement national pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse par rapport au système, pour qu'elle soit adoubée par le système, et la base qui reste quand même une base à la fois très identitaire et très sociale. Et donc effectivement, je pense que la ligne de Jordan Bardella, en tout cas son discours, est plus populaire au sein de la base et de l'électorat du Rassemblement national que la ligne de Marine Le Pen, qui est encore une fois une ligne aseptisée, une ligne normalisée, une ligne qui ne dit plus rien, parce qu'en ne disant rien, finalement, sa stratégie est de dire, voilà, on va rien dire, on va rien faire, on va surtout pas avoir une tête qui dépasse plus que l'autre, et on va attendre que le fruit mûrisse suffisamment et qu'il tombe tout seul dans la corbeille sans que nous n'ayons d'efforts à fournir. Alors cela dit, ça a plutôt bien marché, mais je crains que ça ne soit pas suffisant. À long terme, en tout cas, enfin, on l'a vu, vous avez suivi, je pense, comme beaucoup de gens, les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. La NUPES avait promis d'en faire une ZAD, elle a globalement réussi son pari. On a vu des députés Renaissance et des députés NUPES s'écharper en pleine séance, parfois ayant des mots très durs, des insultes. On a vu un Rassemblement national assez calme, assez modéré, et finalement dans une position d'alternance crédible à Emmanuel Macron. C'est en tout cas la position qu'ils ont essayé d'avoir. Est-ce que à moyen terme ou à long terme, est-ce que la stratégie du RN ne peut pas être gagnante, finalement laisser ses adversaires s'épuiser et au final récolter le laurier derrière, quoi? Alors c'est possible, disons qu'on est là face à deux excès. Je pense que l'opposition d'extrême gauche, elle est inénarrable, chacun sait voilà ce que l'extrême gauche a fait au sein du Parlement, la manière pour le moins houleuse et il faut bien le dire pathétique dont ils se sont opposés au texte, avec des happenings permanents, un jeu de saltimbanque permanent. Bon, je pense pas que les Français apprécient nécessairement ce genre de comportement, parce que qu'on le veuille ou non, les Français ont quand même une forme de déférence
vis-à-vis des institutions et notamment du Parlement qu'ils élisent, hein, faut le rappeler. Et puis vous avez aussi des députés du Rassemblement national qui effectivement sur la forme présentent très bien, ils sont très bien habillés, ils ont la cravate, ils ont le style de notable convenu et convenable, mais là encore je crains que ça ne soit pas suffisant. C'est-à-dire que moi j'entends souvent les gens me dire mais où est le Rassemblement national? Où sont ces députés? Qu'est-ce qu'ils proposent? Comment ils s'opposent sur le fond à la politique gouvernementale? Et c'est vrai que on n'entend pas fréquemment, enfin pas suffisamment en tout cas, les députés du Rassemblement national. On ne les voit pas sur les plateaux télé, on ne les entend pas non plus dans l'hémicycle. Alors moi je veux bien que ce soit une opposition responsable, mais une opposition responsable ne peut pas oublier d'être une opposition quand même. Et donc de présenter des projets de loi, des amendements, des réformes et de le faire savoir. Aujourd'hui, franchement, on a peine à voir ce que proposent les députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Alors, encore une fois, c'est une opposition responsable. Ce qui est bizarre, et je profite de votre question pour faire une petite incise, c'est que on voit les médias ne disent pas un seul mot de désobligeant sur la France insoumise, qui pourtant est très anti-républicaine dans la manière dont elle se comporte à l'Assemblée, en bloquant les débats, en provoquant des suspensions de séance, en faisant de l'obstruction parlementaire permanente. Bon, en revanche... Les plateaux quand même, vous qui officiez souvent sur CNews, c'est quand même un sujet qui revient très régulièrement. La NUPES en mode ZAD, c'est des bandeaux qu'on voit quand même régulièrement sur CNews. Ah oui, mais peut-être sur CNews, mais est-ce que sur France Inter, vous avez entendu quoi de négatif sur la NUPES à l'Assemblée ? Ou sur France Télévisions, service public, oui. Ou sur le service public, rien. Mais par contre, il n'oublie jamais de dire que les députés du Rassemblement national sont des députés d'extrême droite. Ça leur échappe jamais. Et je crois que je pense qu'ils sont payés au mot. C'est-à-dire que c'est dans un papier, plus il y a le mot extrême droite, plus ils sont payés. Mais est-ce que quand on dénonçait l'idéologie, évidemment, il fallait le voir pour le croire, et aujourd'hui tout le monde le voit. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même l'arrivée du Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen qui fait plus de 40% face à Emmanuel Macron, de plus en plus de liberté dans les médias. On va revenir d'ailleurs sur le fait que vous ayez retrouvé votre compte Twitter et vos 200 000 abonnés, ce qui amplifie aussi la voix de ces idées-là. Est-ce que ça n'accélère pas, ça ne rend pas évident justement cette déconnexion absolument totale des élites, dans lequel on peut mettre la Macronie, on peut mettre Renaissance, on peut mettre beaucoup de gens d'un côté, et finalement l'électorat, le peuple français de l'autre, qui voit bien qu'au final ils ne parlent plus la même langue, et voire même ils ne parlent plus du même pays en fait. Écoutez, moi ce qui me sidère, c'est par exemple prenez la réforme des retraites. La réforme des retraites est une réforme extrêmement impopulaire. Et cette impopularité est transpartisane. Ça veut dire qu'elle va de la NUPES au Rassemblement national. Et je suis même sûr qu'à l'intérieur du camp macroniste et du camp présidentiel, il y a également un électorat qui n'est pas favorable à cette réforme. Il y a des députés frondeurs au sein du Et il y a des députés frondeurs. Bon. Donc il y a des sondages qui donnent en permanence, qui mesurent en permanence le degré d'impopularité de la réforme. Il y a une opposition massive à l'Assemblée nationale sur cette réforme, et il y a des mobilisations tout aussi massives dans la rue. Est-ce que vous sentez le gouvernement abandonner ne serait-ce qu'un centimètre de terrain par rapport à ça? Et donc pour répondre à votre question, il y a effectivement une déconnexion entre la volonté des élites dirigeantes françaises, mais qui date pas d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, le degré de déconnexion s'amplifie, mais en réalité il existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui on atteint des niveaux antipodiques, si vous voulez. Et ce qui moi m'étonne, c'est que la seule manière de régler le fossé entre les élites dirigeantes et ce que pense le peuple, historiquement, ça a été les élections. C'est-à-dire que quand les électeurs ne sont pas satisfaits ou sont en désaccord avec des problématiques dirimantes, existentielles, avec leurs élites dirigeantes, avec les élites que leur vote a mis au pouvoir, eh bien, l'ajustement du tir se fait à l'élection d'après. Vous voyez ? Or, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous faites un sondage sur l'immigration, vous allez avoir une majorité de Français qui s'opposent à la poursuite de la politique migratoire. Mais le jour où il faut voter, ils vont voter pour un pouvoir qui va continuer cette politique. Donc moi, franchement, je le dis très solennellement aux Français, ça sert à rien
de gueuler, ça sert à rien de vous opposer, ça sert à rien de pester, si on ne se bouge pas le popotin pour aller voter et pour renverser le pouvoir en place. Parce que si c'est pour gueuler dans les sondages, si c'est pour gueuler dans la rue, si c'est pour pester dans les dîners en ville ou dans les dîners de famille, pour que le jour où vous avez l'occasion, à travers votre bulletin, de changer les choses, vous ne fassiez pas l'effort d'aller vous déplacer, ben, je suis désolé, vous méritez ce qui vous arrive. Alors, pour remédier à cela, évidemment, il y a le vote qui est le moyen le plus démocratique et le plus direct. Et il y a aussi le sacrifice expiatoire. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Surtout vous qui êtes habitué des plateaux, cela fait des semaines entières, et je pèse mes mots, que on nous rabâche l'histoire de l'accident provoqué par Pierre Palmade. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on en fait beaucoup trop et qu'on en est limite à interviewer, pardon de la vulgarité, mais le proctologue de Pierre Palmade et le diététicien de sa boulangère. Est-ce qu'on n'en fait pas trop, et qu'est-ce que ça signifie, cette frénésie autour de cette malheureuse, cette tragique, cette dramatique affaire Palmade? Ben non, parce qu'en fait, l'affaire Palmade est devenue un peu emblématique parce que c'est une affaire à tiroir. En réalité, elle interroge plusieurs débats de société. Et elle en a même ouvert, de ce qui n'était pas avant, des choses qui arrivaient sur la place publique. La conduite sous stupéfiants, par exemple. Les accidents mortels provoqués par des gens qui consciemment consomment des stupéfiants. On apprend que ce sont des homicides involontaires. On apprend que c'est rare d'aller en détention provisoire quand vous avez tué sur la route en ayant consommé de la drogue ou de l'alcool volontairement, alors qu'on sait très bien que normalement la drogue ou l'alcool dans de pareils accidents sont des éléments aggravants et non pas des éléments amoindrissants. Détail technique concernant l'affaire Palmade, d'ailleurs, il a tué officiellement, a priori, puisque se posait la question de la nature, parce qu'une femme enceinte a été grièvement blessée, elle a perdu son enfant à naître, et tout le débat, justement, c'est une autre question d'ailleurs qui a lancé ce débat, voilà. C'est cet enfant, était-il viable? Est-ce que c'est bien l'accident qui l'a tué? Enfin, il s'est posé la question de l'existence juridique de ce bébé. Exactement. Et on découvre par ailleurs, typiquement ça, c'est-à-dire que si une femme est enceinte au 6e, au 7e, au 8e mois, c'est-à-dire une période de grossesse où l'enfant vit, eh bien, s'il est tué dans un accident et qu'il est tué à l'intérieur du ventre de sa mère, il est considéré comme n'ayant jamais existé, en fait. C'est pas un meurtre. Alors que c'est de la science légale qui permet d'autoriser les IVG, les IMG. Alors, moi, je suis pas en faveur de cette comparaison parce que, alors, les IVG tardifs, moi, je suis radicalement contre, évidemment, sans être contre l'IVG. Pas de jugement moral, évidemment, mais c'est d'un point de vue purement juridique, quoi. Oui, disons que l'IVG, quand il est pratiqué à quelques semaines de grossesse, voilà, une première fois, les gens, enfin, on peut admettre qu'il y a une erreur, des jeunes filles sont pas au courant de ce qui leur arrive, etc. Bon, mais par contre, étendre l'IVG pratiquement jusqu'à 9 mois, moins un jour, pour des raisons, pour je ne sais quelles raisons psychosociales, c'est-à-dire, moi, je suis radicalement contre. Voilà, c'est dit. Mais voilà, typiquement, tout ce genre de débat, l'affaire Palmade l'a fait. Et puis ensuite, il y a aussi le comportement d'un certain nombre d'élites artistiques, d'élites du showbiz, dont on découvre un style de vie qui est quand même... Alors vous me parliez tout à l'heure de déconnexion entre les élites et le peuple, là on est en plein dedans. C'est comme si vous voulez, on était en train de tirer un fil et que une partie de la pelote est en train d'arriver, quoi, sur à la fois les pratiques sexuelles, les pratiques psychotropiques des élites. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, choque énormément de Français parce que consommation de cocaïne notamment, lorsqu'on voit effectivement tous les hommes et femmes publics en parler comme s'ils découvraient le phénomène, il y a quelque chose d'assez amusant presque. Oui, et puis si vous voulez, le truc c'est que quand vous dites ça, il y a un certain nombre de personnes qui vous répondent: ah bah non, les Français sont pas du tout choqués par ça, les soirées chemsex, etc. Excusez-moi, les soirées chemsex, c'est pas à La Roche-sur-Yon, quoi, ou à Charleville-Mézières. On sait très bien que c'est quand même dans certains milieux. Donc bon, il y a quand même une forme de déconnexion entre des pratiques
morale pour le moins discutable des élites, du showbiz, etc., et le reste de la société. En tout cas, la société a appris le concept de chemsex, en tout cas. C'est quelque chose qui lui était familier. Honnêtement, à titre personnel, je ne connaissais pas ce terme. Je l'ai découvert avec l'affaire Palmade. Je ne connaissais pas ni le terme, ni encore moins les pratiques qu'il recouvre. Ce qui est assez révélateur, effectivement. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de cette affaire Palmade? Parce qu'il y a effectivement toute cette question d'une élite qui se couvrirait et à la fois on a cette problématique d'élites qui se couvrent mutuellement, en tout cas c'est l'impression que ça donne, et en même temps une machine médiatique qui ne peut pas s'empêcher de remettre des pièces dans la machine et d'essayer de faire durer la chose le plus longtemps possible quand même. En pleine réforme des retraites, avec 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, avec le prix de l'essence qui explose, l'inflation qui a atteint des degrés absolument dingues, on ne peut pas évoquer cela parce qu'on a l'affaire Palmade. Oui, mais je pense que tout est lié. Ce que révèle l'affaire Palmade et tous les comportements, si vous voulez, d'une certaine caste médiatico-artistico-politique, c'est le fait que l'idéologie de mai 68 est enquistée au sommet de l'État. Il est interdit d'interdire la jouissance sans limite, sans frontières, parce que je le vaux bien, la génération L'Oréal, tout ça est lié. Donc, comme il est interdit d'interdire et que la jouissance ne souffre d'aucune forme de limite, puisqu'en fait, la limite, c'était quoi? La limite, c'était le père. Le nom du père, N-O-M, c'était aussi le nom N-O-N du père. Donc toute la problématique sur le mâle blanc, l'homme blanc, etc., on a décapité le père. Donc il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'entrave à quelques excès que ce soit. Alors on retrouve cette idéologie, elle se décline. Il y a évidemment le plan de la drogue, le plan sexuel, et sur le plan sexuel, sur le plan moral, mais sur tous les autres plans, elles peuvent se décliner. Sur le plan migratoire, pas de limite à l'immigration. Sur le plan de la délocalisation, du profit, sur l'autel duquel on sacrifie l'ouvrier français qui est trop coûteux, pas assez productif, etc. En réalité, c'est une idéologie du no border dans tous les domaines, que ce soit le domaine personnel, que ce soit le domaine moral, que ce soit le domaine économique, que ce soit le domaine financier, l'endettement sans limite. On s'endette, on a quand même une génération qui a flambé les finances de la France pour son propre plaisir. Le dernier budget en équilibre a été voté, je crois, en 1974, il n'y en a plus jamais eu. Pourquoi? Parce qu'à partir de 81, vous avez la génération de mai 68 qui s'installe aux commandes de la France dans tous les domaines et qui décide de flamber la caisse. Parce que c'est sa jouissance personnelle qui compte, sa jouissance financière, se goberger dans tous les domaines, n'avoir plus de limite dans rien pour son seul et unique plaisir. Voilà. Mais en fait, quand on voit ce tableau noir que vous déployez sous nos yeux, Jean Messia, on est tenté de se dire, mais en fait, quel politique sérieux pour réparer tout cela peut proposer autre chose que du sang et des larmes, et du coup, a-t-il une chance de recueillir les suffrages des Français? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui autre chose que du sang et des larmes, entre guillemets, de la sueur, pour réparer justement ce cramage de texte, ce braquage presque en règle de la génération précédente? Vous savez, c'est vrai, vous avez raison. Je ne vais pas nier les difficultés, je ne vais pas nier les défis absolument colossaux qu'il y aurait pour un futur dirigeant français pour redresser le pays, pour refaire nation. Mais bon, moi je reste un gaulien convaincu. Général de Gaulle, rappelez-vous, disait: les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Donc je peux pas vous dire que parfois je ne désespère pas. Je peux pas vous dire qu'en regardant la hauteur de la montagne qu'il y a à gravir pour revoir à nouveau le soleil national, on n'est pas un peu décontenancé, désespéré, attristé, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que Napoléon disait: on gouverne la France avec les rêves. Et je pense que quand la France va mal, il faut savoir lui parler de la France, ce que ne font plus nos élites. Nos élites parlent d'elles-mêmes, elles parlent de la gestion, elles parlent de la gouvernance, mais la gouvernance n'est pas le gouvernement. Et la politique n'est pas de la comptabilité. Donc je pense que
Aujourd'hui, il faut renouer avec une vision prométhéenne de la politique. C'est-à-dire qu'il faut dire que oui, la politique est capable de transformer le réel. Or ça, c'est vraiment la pierre angulaire sur laquelle achoppent tous les dirigeants français depuis une quarantaine d'années. C'est qu'ils partent du postulat que la politique ne peut plus changer le réel. La politique, pour eux, n'est là que pour manager les conséquences de décisions prises ailleurs, sur lesquelles eux-mêmes n'ont plus prise. Vous prenez par exemple le chômage de masse, la politique ne peut rien faire contre ça. Pourquoi? Parce qu'on va vous expliquer que ce sont les règles du marché, c'est la mondialisation, les décisions sont prises ailleurs. Et donc l'État, la politique deviennent simplement des managers en aval de problématiques qui les dépassent. On est revenu, si vous voulez, à une sorte de conception pré-newtonienne de la politique. C'est-à-dire que c'est la nature qui nous domine. Une nature économique, une nature financière, une nature écologique, une nature migratoire, sur laquelle on n'a pas forcément prise en amont. Mais par contre, on est là en aval pour essayer de gérer au mieux les conséquences les plus désastreuses de ces considérations-là. Moi, je ne suis pas dans ce modèle-là. Moi, je crois que la politique peut agir sur l'amont des choses, que ce soit sur l'identité, l'immigration, l'économie, le chômage, le pouvoir d'achat. À chaque fois que vous dites que la politique peut agir, par exemple, sur l'immigration, sur les flux migratoires, on vous dit « mais les flux migratoires, mon bon monsieur, personne ne peut les arrêter. C'est les changements climatiques, c'est la bombe démographique de l'autre côté de la Méditerranée, vous les arrêterez jamais. » Mais comment voulez-vous que, déjà en partant de ce principe-là... Enfin, on nous explique que la France peut arrêter à elle toute seule le réchauffement climatique aussi, hein, donc c'est ça qui... voilà, c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est très paradoxal, en effet. Mais voilà, donc je pense que les Français veulent qu'on leur parle de la grandeur de leur pays, veulent qu'on leur redonne la fierté d'être Français, veulent qu'on leur rappelle que la France a été le pays qui a le plus inventé la modernité. Que la France, au moment de de la dernière exposition universelle, a été capable de présenter des prouesses technologiques au monde. La France, c'est les arts, la France, c'est la science, la France, c'est la technologie, oui, c'est les frères Lumière. Ça, c'est la déclaration de candidature d'Éric Zemmour que vous êtes en train de faire un petit peu, vous êtes en train de la refaire presque, parce que la déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour, c'était ça, c'était un long plaidoyer pour ce que fut la France et pour la France qu'elle est, mais à la fin, ça fait 7. Oui, parce que je pense que... Je suis désolé de ramener d'aussi beaux concepts à une bête arithmétique. Non, mais parce que je pense que ce qui a manqué, c'était très bien d'avoir rappelé ce qu'est la France, évidemment. Ce qui a manqué, c'est plutôt une vision positive ou optimiste de l'avenir. Je crois que les Français ont quand même besoin d'avoir un horizon. Ils ont besoin de connaître la réalité actuelle de leur pays, donc c'est très bien dans un clip de leur montrer des rues qui flambent, des gens qui se foutent sur la gueule. Mais à un moment, il faut savoir dire, voilà, si demain je suis président de la République, qu'est-ce qui va changer dans votre vie ? Et pourquoi en fait votre vie sera meilleure demain qu'elle ne l'est aujourd'hui ? Il faut donner de l'espoir. Or je pense que ce qui a peut-être manqué à cette campagne, c'est la capacité à donner une espérance aux Français. À leur dire en quoi demain sera meilleur qu'aujourd'hui si nos idées arrivent au pouvoir. Je pense que les idées, en tout cas le projet du camp national tel qu'il s'est exprimé jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à travers d'ailleurs le Rassemblement national ou Reconquête, c'est un projet qui reste trop pessimiste, trop négatif. C'est-à-dire qu'on parle des choses négatives, c'est très bien parce qu'il ne faut pas voiler la face aux Français dans tous les sens du terme. Il faut être capable de leur décrire l'état réel de leur pays, ce que ne font plus les médias convenus et convenables. Mais derrière ça, il faut aussi donner un souffle, il faut donner une espérance, il faut donner une raison aux gens de voter. Il faut leur expliquer que le bonheur est un concept nouveau en Europe, pour paraphraser, et en France. Au fond, à Éric Zemmour et à Reconquête, le rôle de lanceur d'alerte et d'agile-propre, et au Rassemblement national, celui de conquérir le pouvoir via les institutions. Je ne sais pas si c'est comme ça. En fait, si vous voulez, moi, aujourd'hui, l'objectif que je me donne à travers l'Institut Apollon, notamment, et toutes les équipes qui travaillent et qui gambergent à l'avenir de la France à l'Institut Apollon, nous travaillons au rassemblement républicain pour la reconquête. Le rassemblement
républicain pour la Ça reconquête. fait les 3 partis de droite, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, tout à fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que rien n'est faisable sans l'électorat populaire du Rassemblement national. Je pense que rien n'est faisable sans l'expérience de gouvernement acquise par les républicains. En tout cas, un certain nombre d'entre eux avec lesquels il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'ils pensent et ce que nous pensons. Mais que rien ne sera faisable non plus sans la colonne vertébrale idéologique proposée par Reconquête. Donc, c'est celle de la droite traditionnelle et historique d'ailleurs. Qui a été abandonnée. Donc voilà, rassemblement républicain pour la Reconquête. Tant qu'on n'a pas compris que l'avenir de la France passe par ce triptyque, on est condamné à subir. J'allais vous poser la question pour finir, êtes-vous toujours favorable à l'union des droites? Vous venez de répondre à la question en quelque sorte. Alors, moi je me méfie beaucoup du concept d'union des droites. Je vais vous prendre un exemple. Si vous me posez-moi la question. Êtes-vous pour l'union des droites? Non, dites-moi, est-ce que vous êtes de droite? Êtes-vous de droite, Jean Messia? Ben je sais pas. Il y a certaines problématiques pour lesquelles je suis incontestablement de droite. Vous n'arrivez pas à définir ce que c'est que la droite? Non, c'est pas ça, c'est que je suis de droite pour certaines choses. Ouais. Par exemple, pour l'identité, je suis de droite. Je revendique, si vous voulez, tout l'héritage national, identitaire, de ce qu'a été la droite à travers les âges. Oui. Si vous me dites, est-ce que économiquement je suis de droite au sens de la droite libérale, je vous dirais non. Je suis plutôt, bon, d'abord j'ai fait ma carrière quand même dans la haute fonction publique, donc j'ai quand même un biais interventionniste, si vous voulez. Donc voilà, c'est très compliqué. Et je pense que le concept d'union des droites, s'il fleure bon les années 80, il est devenu un peu désuet aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quelle droite que vous voulez unir? Déjà, le Rassemblement national vous explique que ce n'est pas un parti de droite. Donc vous n'allez pas le forcer à l'être. Il vous dit lui-même qu'il n'est pas un parti de droite. Qu'il est un parti de droite sur certaines choses et de gauche sur d'autres choses. Donc déjà, c'est pas un parti de droite. Donc si vous excluez le Rassemblement national, c'est quelle droite que vous voulez unir? C'est des confettis en fait. Donc ça ne rime à rien. Il faut parler aujourd'hui de camp national ou de camp de la France. Il faut réunir tous les gens... C'est les patriotes contre les mondialistes en fait. Voilà, c'est ça. Il faut réunir tous les gens qui ont une certaine idée de la France, qui ont la France au cœur et à cœur. Ça oui. Et en fait, c'est une forme de Conseil national de la résistance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une menace existentielle en France qui est historique. Et donc, il faut que tous ceux qui veulent que la France reste la France et que la France continue d'exister telle que nous l'avons connue depuis toujours, il faut qu'ils se réunissent. Comme le CNR, en son temps, l'avait fait face à une autre menace existentielle d'un autre type, dans un autre contexte, il y avait les communistes aux royalistes dans le Conseil national de la résistance. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de dire, on va lutter pour que la France reste la France, et une fois que la France sera redevenue la France, chacun pourra reprendre ses oppositions habituelles. Et bien là, c'est pareil. On peut être en désaccord sur l'économie, sur l'écologie, sur l'Union européenne, sur la politique internationale. Mais le cœur de notre combat, c'est quoi? C'est que la France ne disparaisse pas. Et donc ça vaut le coup qu'on laisse de côté les choses qui peuvent nous diviser sur des domaines périphériques pour se concentrer sur le noyau dur de notre combat, c'est de rester français en France. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup Jean Messia. Merci à vous, chers lecteurs, chers auditeurs, chers internautes, d'avoir regardé cet entretien. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, que vous pouvez liker cette vidéo, la partager à votre réseau et surtout nous retrouver sur le site bvoltaire.fr et vous abonner à notre newsletter. Merci beaucoup.